Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les premiers contrats d'avenir signés en Indre-et-Loire entre les représentants des collectivités locales, du tissu associatif et de Michel Sapin, ministre du Travail. Les 13 premiers contrats, à terme en région centre, il devrait y en avoir 3800. Je vous informe par ailleurs que Michel Sapin est notre invité. Rendez-vous à la fin de ce journal. Opération rideau baissé pour bon nombre de débitants de tabac ou de presse aujourd'hui. Opération menée de 10h à 11h ce matin, au même moment que les obsèques de leurs collègues marseillais assassinés par des braqueurs la semaine dernière. Et puis le Tour FC rencontre Fleury-Mérogis dimanche, club de CFA 2. Match comptant pour le 7e tour de la Coupe de France. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Michel Sapin, le ministre du Travail, était à Tours aujourd'hui pour signer les premiers contrats d'avenir en Indre-et-Loire en compagnie des représentants des collectivités locales et puis on le verra également du tissu associatif. Aujourd'hui, ce sont 13 contrats qui ont été signés. Dans les détails, par exemple, pour les collectivités locales, 3 pour le Conseil général d'Indre-et-Loire, un seul pour l'instant pour la mairie de Tours. Le Conseil régional a également signé l'accord État-région, la région centre où à terme 3800 contrats devraient être aidés par l'État. Quelques réactions au micro de Brian Bock. À l'échelle de la région centre, nous avons l'ambition d'engager 4000 emplois d'avenir et déjà ce soir, des collectivités, des associations ont attesté très concrètement de leur mobilisation. Les jeunes sont là, ils attendent la possibilité de monter dans le train de l'emploi. C'est un moment important, c'est un moment qui est aussi un moment émouvant dans cette période difficile pour les jeunes. C'est un moment d'émotion parce qu'on donne à des jeunes qui n'avaient pas d'avenir ni d'espoir, un avenir professionnel, à la fois pour trouver une insertion professionnelle et en même temps pour être autonome dans la vie, pour se loger, avec un contrat de 3 ans dont on aura le souci de pouvoir à terme pérenniser ces emplois. Je pense que la lutte contre le chômage, c'est une multitude de choses. Si on prend le créneau des jeunes de moins de 25 ans qui sortent de l'obligation scolaire sans une formation véritable et qui n'ont jamais travaillé, il faut y aller, voilà. Donc on prouve le mouvement en marchant. Après, on corrigera s'il y a des imperfections, mais commençons par redonner de l'espoir. Ces contrats qui visent à donner une première expérience à des jeunes sans qualification et issus de milieux défavorisés concernent également les collectivités locales ou encore les associations. Sur les 13 contrats signés aujourd'hui, 9 l'ont été dans le tissu associatif. Alors on verra tout à l'heure, une fois qu'on aura reçu le sujet, quels sont les profils, quels sont les gens qui profitent de ces contrats. Avant, on va parler de cette autre actualité, cette action des débitants de tabac et des presses en signe de solidarité avec leurs collègues marseillais assassinés par des braqueurs la semaine dernière. Pendant les obsèques ce matin de 10h à 11h, eh bien, certains ont baissé le rideau. Image ici d'un tabac sur la place de la Gare à Tours. Manifestation également de leur colère puisqu'ils s'estiment ne plus être en sécurité. Je pense qu'il est légitime de suivre le mouvement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le métier est de plus en plus dur. On est agressé, je dirais, il n'y a pas une semaine où on n'est pas agressé verbalement, voire physiquement. Donc je trouve que là c'est très très grave d'exploiter. Aujourd'hui un bar tabac, ça devient dangereux. Oui. On en a le résultat aujourd'hui, notre collègue de Marseille qui s'est fait tuer pour 10, 20, 50, peu importe la somme. Aujourd'hui on est là pour travailler, on est le premier débit, je dirais, de proximité. Donc il faut respecter les gens, quoi. Il faut pas. Donc il y a un mouvement, moi je le suis. Tant qu'il y aura des mouvements, je suivrai ces mouvements. Voilà. Propos recueillis par Romain Delville. On revient sur ces contrats d'avenir dans le tissu associatif. Je vous le disais, sur les 13 contrats signés aujourd'hui, 9 l'ont été du côté des associations. Alors voyons à qui profitent ces contrats. Portrait de jeunes signé Jérôme Alain. Une belle opportunité, ce sont les mots de Marilou. Elle a le sourire aux côtés du ministre du Travail Michel Sapin. Marilou vient de signer son premier vrai CDD, stable et d'une durée non négligeable. Ça fait plaisir surtout parce que j'ai un boulot assuré pour 3 ans. Donc c'est vrai que c'est super intéressant à l'âge que j'ai d'avoir un boulot comme ça qui me permet de travailler 3 ans à temps plein. Marilou sera animatrice multimédia pour l'association Résoudre. L'association basée à la Rabière, à Joué-les-Tours, vient d'être labellisée espace public numérique pour sa mission d'aide à destination d'un public souvent éloigné de l'emploi ou défavorisé.
Nous avons prévu l'acquisition d'une plateforme mobile pour aller assurer des formations à l'extérieur de nos locaux, au plus près et des habitants ou des entreprises qui peuvent en avoir le besoin. Depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille dans le social. Le multimédia, c'est pas vraiment ce que je connais le mieux, mais la formation va me permettre de connaître le métier. Et oui, puisque les contrats d'avenir, ce sont aussi des sessions de formation tout au long du CDD. Marie-Lou sera, elle, en formation 2 jours par semaine pour acquérir encore un peu plus de compétences. À l'image de Quentin qui sort d'un CAE de 6 mois en tant que cuisinier à Jeunesse et Habitat, avant d'avoir été plombier, surtout en intérim. C'était une grosse révélation pour moi parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et en fait, je me suis aperçu que c'est vraiment un métier que j'adore, quoi. Et donc, voilà, quoi, je vais faire une formation et je souhaite être cuisinier de métier. Quentin et tous les autres signataires avouent avoir là une belle chance de se projeter un peu dans l'avenir, au moins pour 3 ans. Après, il sera l'heure de faire le bilan. Une chose est sûre, ils seront un peu plus formés et auront acquis une certaine expérience à faire valoir ensuite sur le marché de l'emploi. Visite surprise hier soir de la ministre de la Santé Marisol Touraine au CHU Bretonneau à Tours. Visite qui fait suite au mouvement de grève des chirurgiens et internes concernant notamment les dépassements d'honoraires. Écoutez plutôt la ministre de la Santé au micro d'Anaïs Michaud. C'était un moment intéressant, utile, puisque j'étais face à eux, avec eux, et qu'on a pu échanger très simplement et très tranquillement. Donc c'était intéressant pour moi. Aussi une façon d'entendre leurs préoccupations, d'essayer d'y répondre, de voir les sujets sur lesquels je crois il faut progresser. Et j'ai dit que je croyais important de garantir le respect du repos compensateur. Quand on a fait une garde, il faut pouvoir, à la suite de cette garde, se reposer. C'est une chose que la loi impose et je crois que dans ce service, en tout cas, c'était respecté. Il y a malheureusement des hôpitaux où ça ne l'est pas et j'ai la volonté de faire en sorte que ça le soit. Cet appel à témoins de la gendarmerie régionale, un habitant du Loiret a disparu depuis la fin du mois de septembre. Il s'agit de cet homme que vous voyez à l'antenne, de 48 ans, d'origine portugaise. Candido de Azevedo, habitant de Fay-aux-Loges, est introuvable depuis le 24 septembre dernier, 7h15, heure à laquelle il a quitté son domicile au volant de son véhicule professionnel de couleur blanche. Si vous avez des informations, veuillez appeler le numéro vert, le 0800 00 89 48, 0800 00 89 48. La politique et cette surprise au Parti socialiste d'Indre-et-Loire, c'est Mickaël Cortot qui devient le premier secrétaire fédéral. Les électeurs l'ont préféré à Jean-Marc Pichon, celui qui était pourtant présenté comme le favori et qui avait le soutien du sortant Jean-Patrick Gilles. Un peu plus d'1 militant sur 2 s'est déplacé. Résultat, Mickaël Cortot est élu avec 51,7% des voix. Et écoutez plutôt les 2 protagonistes de cette élection interne au PS. De la satisfaction, après une victoire, on est toujours content, après une campagne qui a été à la fois courte mais dense. Et maintenant, c'est l'heure de mesurer l'enjeu qui nous attend et notamment de rassembler l'ensemble des socialistes de ce département. Et c'est pour ça, comme je l'ai indiqué tout au long de la campagne que j'ai fait auprès des militants, l'objectif pour nous, c'est de se rassembler dans l'action et je proposerai aux militants d'Indre-et-Loire, dans les jours qui viennent, des actions sur le terrain pour aller à la rencontre des Tourangeaux. Ce scrutin a donné son verdict. Maintenant, c'est à Mickaël de faire le rassemblement, de le mettre en acte, de nous dire comment il souhaite que ce rassemblement prenne vie. Quant à nous, je dis nous car nous sommes tout un groupe de militants, eh bien nous travaillerons avec lui, bien entendu, parce que ce qui est important, c'est l'influence du Parti socialiste en Touraine, les victoires que nous espérons engranger dans les prochaines consultations et surtout, et j'y insiste, la bataille des idées, elle est essentielle. Si nous ne la menons pas, nous ne gagnerons pas les échéances prochaines. Quel budget pour le département d'Indre-et-Loire en 2013? Les conseillers généraux discutaient aujourd'hui des orientations budgétaires. Et un point qui risque de diviser, eh bien, c'est une nouvelle hausse d'impôts qui est envisagée par la majorité de gauche. Anaïs Michaud. Des orientations budgétaires dans la droite lignée de celle de l'ère Marisol Touraine. C'est d'abord ce qui ressort de cette session. Une session introduite par Frédéric Thomas sur ces mots. Notre pays fait face à l'une des crises les plus violentes de ces dernières décennies. Le ton est donné, il sera donc question avant tout de rigueur. On a une volonté forte d'affirmer nos objectifs politiques tournés vers l'éducation, la solidarité entre les personnes et l'économie. Et nous avons voulu donner des signes aussi
d'espoir dans une période difficile, parce que je crois qu'il faut croire en l'avenir. Les élus doivent être imprégnés de ça aujourd'hui. Donc, à travers une gestion rigoureuse qui maintient les grands équilibres, c'est-à-dire que nous avons la volonté de poursuivre les investissements importants tout en évitant le recours à la dette. Pierre Louot s'amuse de la gravité de ce ton et félicite la majorité d'avoir, dit-il, enfin découvert la crise. Selon l'opposition, les orientations ne sont pas mauvaises, mais sont insuffisantes. Les financements de l'État cette année sont en baisse pour la première fois, alors qu'avant ils étaient en augmentation et tout le monde râlait. Et en même temps, on pense qu'il ne faut pas augmenter la fiscalité dans ce département et qu'il faut encore avoir un effort supplémentaire pour contrôler les dépenses de fonctionnement de cette grande maison. C'est possible, on l'a démontré, et là on est un peu en attente lors de la présentation du budget pour qu'il n'y ait pas encore une fois une nouvelle augmentation des impôts dans le département. Les orientations budgétaires 2013 prévoient une hausse de la fiscalité directe de 4,6%, un point qui devrait encore faire l'objet de discussions avant la présentation du budget mi-décembre. Autre dossier important de cette session, le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux en Indre-et-Loire. Fruit de 2 ans de travail, il définit la façon de collecter, trier et traiter les déchets jusqu'en 2024. Objectif : parvenir à cette date à 284 000 tonnes de déchets dans le département par an, contre 550 000 aujourd'hui. Cette image maintenant de la pose de la première pierre du quartier Colombier à Tournord. C'est juste à côté du nouveau quartier Mon-Conseil. 15 hectares qui doivent être livrés dans 2 ans et demi. Et un investissement de 25 millions d'euros de la société d'économie mixte Maryse Bastier. À terme, ce sont des logements qui seront vendus aux particuliers et aux opérateurs de logement social. Le salon Made in Touraine, c'est jusqu'à demain au Vinci un tour. Un rendez-vous qui a lieu 1 an sur 2 et destiné au grand public. Même si l'objectif est essentiel, eh bien, c'est de faire découvrir aux jeunes le savoir-faire local, l'industrie de Touraine. Valentin Boudet. Valoriser les industries de la région, c'est l'objectif du salon Made in Touraine qui a ouvert ses portes aujourd'hui. En effet, bien qu'il concentre 32 000 emplois en Indre-et-Loire, le secteur est loin d'être reconnu. L'industrie pharmaceutique, c'est vrai, en Touraine et dans le Val-de-Loire en général, est un vecteur d'emploi important, mais méconnu. Pour les 85 entreprises présentes, l'objectif est double, mettre en avant leur savoir-faire et faire découvrir les métiers aux jeunes. Nous avons beaucoup de soucis pour pouvoir former des jeunes et trouver des jeunes à faire le travail de l'usinage. Je pense que l'entreprise est déjà connue, mais ce qui est très intéressant, notamment pour la jeunesse, c'est de leur faire découvrir les métiers que nous faisons. Attirer le maximum de monde et puis démontrer, proposer l'emploi possible dans notre entreprise. Les entreprises ont donc pour principale cible les jeunes demandeurs d'emploi et chez eux, l'initiative du salon fait l'unanimité. Actuellement en France, c'est dommage de ne pas avoir plus souvent ce genre de salon qui positive et valorise et nous présente vraiment des entreprises dynamiques et intéressantes, proches de chez nous. Le salon fermera ses portes demain et plus de 3000 visiteurs sont attendus pour cette 3e édition. Du foot pour terminer ce journal avec ce rendez-vous des Tourangeaux en Coupe de France. Dimanche, les joueurs du Tour FC se rendent à Fleury-Mérogis, un club de CFA2, mais dont il faut se méfier quand même. Bastien Mathieu. C'est le genre de match à prendre avec précaution. Le Tour FC se déplace ce dimanche à Fleury-Mérogis pour entamer son exercice 2012-2013 en Coupe de France. Les Bleus y affrontent un club de CFA2 en forme puisqu'il vient de battre la réserve de Bastia en championnat. Pas de doute, les Bleus se méfient, mais même s'ils comptent évidemment gagner ce match, Bernard Blacard n'en oublie pas les priorités du club. Le championnat, c'est le pain quotidien, c'est ce qui fait vivre un club. Le maintien en Ligue 2, c'est essentiel pour la survie du club. Voilà. La coupe, c'est à moins de la gagner, ça finit toujours mal. Ça peut être, si l'on passe quelques tours, un rayon de soleil, quoi. Voilà. Pour le coach, ce match sera l'occasion de faire souffler quelques cadres. Ainsi, Tritz et Blaillac ne seront pas de la partie. Et dans les cages, pas de Benjamin Leroy, mais bien Brice Maubleu. L'ancien Grenoblois va ainsi effectuer son premier match officiel avec le Tour FC, dans une compétition qui plus est qu'il apprécie. C'est pas la même pression qu'au championnat où des fois, on peut se dire qu'un nul est un bon résultat. Là, c'est soit la victoire, soit la défaite. Donc, moi, j'aime particulièrement
cette ambiance. Méfiance donc pour ce match à élimination directe. La dernière fois que le TFC avait rencontré une CFA2 à ce stade de la compétition, les Bleus s'étaient inclinés. C'était il y a 2 ans face à Cognac. Il y avait alors eu 2-1 pour les amateurs. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Michel Sapin avec le ministre du Travail. Nous reviendrons sur la signature de ses premiers emplois d'avenir en Indre-et-Loire. A tout de suite.